La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Une aide financière pour les couches les plus vulnérables en cette période de crise et d'urgence sanitaire. Le revenu universel de solidarité est mis en œuvre. Mais comment en bénéficier et qui peut en bénéficier? Les réponses dans ce journal. Et puis les mesures barrières sont en vigueur, sont de rigueur un peu partout dans notre pays. Qu'en est-il dans les centres hospitaliers du Togo? Vous le découvrirez dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le revenu universel de solidarité, c'est le nom donné à l'assistance financière qu'octroie le gouvernement aux personnes vulnérables qui voient leurs revenus baisser pour cause de crise sanitaire. En quoi consiste-t-il? Comment en bénéficier et qui peut en bénéficier? Voyons cela avec Joseph Améga. L'annonce a été faite le 1er avril dernier par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a relevé la nécessité de soulager le peuple togolais à travers des mesures sociales. Et ceci afin d'accompagner les populations affectées par les mesures drastiques imposées pour limiter la propagation du coronavirus. C'est dans ce sens que les autorités togolaises viennent de lancer un programme de revenu universel de solidarité. Il s'agit d'un soutien financier mensuel en vue d'aider les bénéficiaires à faire face à leurs besoins de base. Le programme de transfert monétaire concerne les travailleurs togolais du secteur informel résidant sur le territoire national et ayant perdu leurs revenus en raison de l'adoption des mesures de riposte contre le coronavirus. Il s'agit entre autres des étudiants, taximens, portefeuilles, vendeurs ambulants, revendeuses, couturières, coiffeurs, artisans, cordonniers, employés de bars, restaurants, maquis. Les travailleurs du secteur formel sont, quant à eux, inéligibles à ce dispositif d'accompagnement. Durant toute la durée de l'état d'urgence, prévu pour 3 mois, les étudiants dont l'activité sera suspendue après le 11 avril recevront 20 000 francs CFA par mois. Les autres bénéficiaires devraient obtenir 12 500 francs CFA pour les femmes et 10 500 francs CFA pour les hommes. Un montant dont la moitié sera versée toutes les 2 semaines sur le porte-monnaie électronique de chaque bénéficiaire via les opérateurs de Mobile Money, T-Money et Flouz. Une aide financière à des milliers de personnes touchées donc. Cela impactera à coup sûr leurs revenus. Un économiste se prononce justement sur la question au micro de la télévision togolaise. C'est un programme qui permet de soutenir les populations les plus vulnérables. Et donc c'est un bon programme. Et fondamentalement, ce programme est bien assis pour pouvoir soutenir les couches les plus vulnérables. Parce qu'avec cette pandémie, il y a des emplois qui n'existent plus. Et donc il faut soutenir la population. Soutenir la population ne veut pas forcément dire qu'il faut couvrir tous les besoins de la population. Il faut aider à couvrir partiellement une partie des besoins de cette population. Nous pensons que c'est un bon programme. Mais pour les immédiats, ces mesures sont assez salutaires. 20 000 francs par mois, en tant qu'économiste, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Si on veut faire des calculs simples, pour voir ce que ça va coûter à l'État par mois, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et je pense que c'est déjà un premier pas. Selon les enquêtes récentes de l'INSEE, dans le secteur informel, le revenu mensuel ne fait pas les 20 000 francs. Et donc si on accorde 20 000 francs à des étudiants pour pouvoir tenir pendant la pandémie, nous pensons que c'est une bonne chose. Certains peuvent juger ce montant assez faible, mais compte tenu du pouvoir d'achat,
Et compte tenu du fait que pendant la pandémie, les gens sont obligés de revoir leur structure de consommation, évidemment à la baisse, pour pouvoir tenir, nous pensons que c'est une bonne chose. L'État apporte de l'aide aux populations vulnérables. Quel que soit le montant, je pense que ce n'est pas sujet à polémique. 20 000 francs pour les aides, 12 500 pour les femmes. Par exemple, si on prend les couturières, les coiffeuses qui ont fermé leur atelier, leur donner 12 500 par mois, ça ne va pas couvrir tous leurs besoins. Mais ça va quand même couvrir une partie des besoins. Il faut que les gens comprennent que le soutien de l'État, ce n'est pas permettre à la population de couvrir tous les besoins mensuels durant la pandémie. Il faut que les gens comprennent ça dans ce sens. Qu'est-ce qui sous-tend d'ailleurs une telle initiative de revenu universel de solidarité? Pourquoi aider cette couche de la population? La directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, nous l'explique. Le programme de revenu universel de solidarité qui a été dénommé Novici, qui parle de Novici, parle un peu de fraternité, parle un peu de soutien, parle un peu de solidarité. Ce programme a été lancé pour aider certains de nos frères et sœurs qui sont dans certains secteurs de rester debout. Parce qu'avec cette pandémie, si rien n'est fait, on risque de retrouver beaucoup de ces frères et sœurs assis, où ils risquent même de tomber. Je préfère utiliser ces petits mots pour nous aider à comprendre. Et donc, ce programme est considéré comme un des mécanismes de filets sociaux pour permettre aux populations de résister au choc de la pandémie du coronavirus. Parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup d'activités qui sont ralenties ou qui ne pourront même plus être réalisées. Et aussi, en plus de ces personnes, nous avons d'autres activités qui deviennent incompatibles avec les mesures barrières. Le programme Novici vient garder toutes ces personnes-là debout. Ça veut dire que même si elles ne gagnent pas, elles ne vont pas gagner ce qu'elles gagnaient avant en temps normal, elles auront de quoi vivre pendant la durée de la pandémie. Qui peut être concerné par le programme Novici, c'est tout Togolais de sexe masculin et féminin, âgé de plus de 18 ans, qui a une carte d'électeur et qu'on retrouve dans les métiers. Je veux parler des artisans, des coiffeurs, des couturières, des personnes qui sont dans la restauration, des gestionnaires de bars, les personnes qui font des petits commerces et qui se déplacent d'un lieu à autre, des commerçants ambulants. Nous avons les conducteurs de taxi-moto. La situation est critique. Le personnel soignant est en ligne de mire. Quel est le quotidien de ces hommes et femmes? Plusieurs de nos équipes de reportage se sont rendues dans certains centres hospitaliers de Lomé. Le quotidien du CHU Sylvanus Olympio, le quotidien au CHU Sylvanus Olympio, c'est un dossier signé Carmen Madjé à Kakbo. Le CHU Sylvanus Olympio a pris toutes les mesures pour résister à la force du Covid-19. Ici, tout le monde est soumis au port obligatoire de masques. À l'entrée de chaque service, des dispositifs de lavage de mains. Un geste que chaque usager est tenu de respecter pour avoir accès aux services de ce centre hospitalier. J'ai accompagné mon frère qui est malade. Il est actuellement admis aux urgences. Quand nous sommes venus, les dispositifs mis en place sont très bien. Il y a le lavage des mains, l'espacement entre les lits dans les salles d'hospitalisation. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus au Togo, la direction du CHU Sylvanus Olympio a pris des dispositions pour rassurer le personnel soignant. En plus des gants, gel hydroalcoolique et masques qui sont quotidiennement mis à leur disposition, ils reçoivent également toute l'assistance morale et psychologique nécessaire pour faire face à la maladie. À notre arrivée sur les lieux, nous avons assisté à une formation du personnel sur les fondamentaux du Covid-19. Il y a eu 4 séries de présentations. Une première présentation qui nous a parlé
brièvement de tout ce qui se concerne cette maladie, le coronavirus. Une deuxième présentation qui a pris en compte le circuit du patient. Une troisième présentation qui a pris en compte la conduite à tenir devant un cas suspect que nous recevons au CHU ici. Et la quatrième présentation, le bio-nettoyage, qui est un des paramètres clés pour éviter que nous ne soyons aussi contaminés, non seulement avec ce virus, mais aussi avec d'autres microbes dans notre milieu de travail. Les services spécialisés ne sont pas laissés pour compte. Un tour à l'unité d'hémodialyse et on découvre une salle d'isolement bien aménagée pour accueillir les cas suspects. Nous sommes le seul centre public dans tout le Togo, le CHU Tocoin, où on prend en charge les patients dialysés. Ces patients qui sont très fragiles et qui aussi peuvent avoir cette infection au coronavirus. Donc, nous sommes proposés, avec l'aide de la direction, de créer une unité d'isolement pour les patients dialysés déjà, qui seront suspects. Et donc, cette structure dans laquelle nous sommes permet d'isoler le patient tout en continuant sa prise en charge. Dans les salles d'hospitalisation, les patients ne courent aucun risque. Les espaces entre les lits sont rassurants. Mais ici, tout ne se passe pas aisément eu égard à la flambée des prix. Nous utilisions avant par semaine 10 litres de solution hydroalcoolique. On a augmenté et actuellement on est à peu près à 50 litres par semaine et plus. On s'efforce à fournir des gants. Les gants, on en utilise environ 250 boîtes de 100 par semaine. Avant on utilisait 135, on a monté à 250 pour essayer de rassurer le personnel et dans le souci de les protéger. Les bavettes également. On a presque triplé notre consommation puisqu'on est autour de 250 boîtes de 50 par semaine. Au cours de la formation, on essaie de demander au personnel d'utiliser ces masques de façon efficiente parce qu'on ne peut pas supporter les masques qui nous étaient vendus à 3500. La boîte de 50 est passée à 15 000 si on achète en gros, ce qui fait que avec 400 boîtes de 50, on fait à peine 2 semaines. Selon les chiffres officiels de ce 9 avril, le Togo enregistre 73 cas confirmés, 46 actifs, 24 guéris et 3 décès. Ici, au CHU Sylvanus Olympio, sur 10 cas suspectés, aucun n'a été déclaré positif selon les responsables. Et vous découvrirez le quotidien dans d'autres centres hospitaliers du pays dans nos prochaines éditions. L'une des mesures de prévention du Covid-19 est le respect de la distanciation. Et pour y parvenir, les établissements scolaires et universités sont fermés. Mais malheureusement, les enfants et les adolescents se retrouvent toujours pour des jeux et même des sorties. Comment alors les garder à la maison? Jazen Nambaga a mené sa petite enquête. Congé technique pour tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national. C'est depuis le 20 mars 2020. La décision vient du gouvernement soucieux de préserver les apprenants de la pandémie du coronavirus dont la contagiosité est très forte. Cependant, force est de constater qu'au lieu de rester sagement à la maison, on retrouve ces élèves dans les coins de rue en train de jouer au football ou de s'adonner à des loisirs de tout genre sans aucune forme de protection, tout simplement exposés au danger. Un enfant qui sort, il est exposé. Il va où? Et chez qui il va? Et s'il a déjà la contamination? Il dit que ce n'est pas un virus qui est visuel. Il n'y a pas de signe en tant que tel pour dire que celui-ci a le virus. Donc, c'est ça qui est le danger. Donc, un enfant qui sort, qui va aller jouer, peut être contaminé par ses camarades. Vous voyez le football, vous voyez comment ça se joue. Il n'y a pas de protection. Et puis, vous voyez, on crache partout, la mort sur le terrain, vous voyez. Donc là, il y a contamination. Mêmement, un enfant qui reçoit des visites, est-ce qu'il connaît la situation sérologique de celui qui est venu les visiter? Non. Là aussi, c'est des sources de contamination. C'est pourquoi on dit pour l'heure, pas de visite, pas de sortie. Quand nous voyons ces élèves jouer
il y a toujours attroupement. Et c'est une attitude que nous déplorons et nous combattons. Donc nous pensons que chaque parent doit prendre ses responsabilités pour garder les enfants à la maison. Garder les enfants à la maison, plus facile à dire qu'à faire, reconnaît certes l'éducateur. Néanmoins, avec un peu de stratégie, une dose de rigueur et quelques petits aménagements, on y arrive toujours, assure-t-il. Les parents doivent faire tout pour que le matin, le petit déjeuner se prépare à la maison, pour éviter que les enfants ne sortent. Ensuite, si le papa doit quitter pour le service ou pour le commerce, il doit tout définir avec les enfants des stratégies pour qu'il y ait un contrôle mutuel entre les enfants. S'ils ont leur aîné, c'est l'aîné qui prend le contrôle de la maison quand papa et maman ne vont pas là. Cela suppose que c'est des élèves. On doit les établir un agenda. On sait que de telle heure à telle heure, chacun est dans son coin en train de faire telle chose. Et les parents peuvent leur répartir ce rôle-là. Et si papa sort, une des stratégies est que de temps en temps, qu'il y ait l'œil de contrôle de la maison. Soit, c'est un coup de fil qu'il peut appeler et faire passez-moi tel, histoire de voir s'ils sont réellement à la maison. Et si le service n'est pas aussi loin, il peut de temps en temps revenir à la maison pour voir la position de ses enfants. Une autre stratégie est que dès que les parents reviennent, il faut ensemble avec les enfants qu'ils aient les informations sur l'évolution du coronavirus. Je pense que quand l'enfant va comprendre que c'est un mal, où on a par jour 700 morts, 400 morts, l'enfant va prendre conscience que c'est un danger vraiment et la nécessité de rester à la maison. Et puis on voit que l'enfant aime souvent faire tel jeu. Si on peut ramener le jeu là à la maison, c'est très salutaire. Également salutaire en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, la vigilance des parents. Ceux-ci doivent faire preuve de responsabilité accrue pour veiller au bien-être de leurs enfants. Pas le moment aussi de dire je sors pour aller faire un groupe de travail. Le regroupement est interdit, c'est interdit. Chacun n'a pas travaillé individuellement. Parce que les enfants habilement profitent pour dire on va pour apprendre, on va au cours de ceci, on va pour faire le travail de groupe. Que les parents interdisent ça. Si c'est un enseignant qui va venir, là, la responsabilité des jeunes parents, il faut qu'ils s'assurent que l'enseignant là est bien protégé. Si on l'autorise, chaque fois qu'il vient, il doit laver sa main, il doit appliquer les règles d'hygiène. Et entre lui et l'enfant, vous comprenez que la distance doit être raisonnable. Et l'enfant aussi doit être protégé. Éviter tout rassemblement, aussi bien des enfants que des adultes, devient le maître mot pour rompre la chaîne de contamination du coronavirus. Même s'ils ne manifestent pas toujours les symptômes du Covid-19, les enfants peuvent être porteurs du germe et le transmettre aux adultes. Et un enfant contaminé, c'est toute la famille qui est menacée, d'où la nécessité de prendre très au sérieux la mesure du gouvernement de garder les enfants à la maison. Le Covid-19 se propage, affecte et tue, malheureusement. Mais ce qui anéantit le plus souvent, c'est la peur. L'on n'hésite pas à parler de la coronaphobie. Les psychologues parlent de psychose. Mais comment se manifeste ce phénomène de psychose et que doit-on faire pour contrôler nos émotions en cette période? Augustin Kossi a posé la question à un spécialiste. Attention à nos émotions pour ne pas céder à la psychose. Ce que l'on voit, entend et lit à propos du Covid-19 affecte aussi émotionnellement. De la peur chez certains, de l'angoisse chez d'autres. La pandémie au coronavirus engendre de la psychose. La situation est certes effrayante, mais dans ce contexte précis, le recours aux ressources psychologiques est recommandé. Les plus importantes à énumérer sont la gestion des émotions et notamment l'une capitale que nous appelons la peur, encore la psychose. Elle est fondamentalement à éviter pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on a des crises comme celle-là à gérer, il faut beaucoup de discipline pour pouvoir assurer une certaine facilité à réguler la conduite de masse. Mais lorsqu'on a peur à tout va, lorsqu'on a peur à tous les coins de rue,
on a du mal à orienter les comportements, on a du mal à suivre les instructions. Et la seconde raison pour laquelle il ne faudrait pas céder à la psychose, elle est individuelle. Et lorsque nous allons bien dans la tête, nous donnons des chances à notre système immunitaire de nous protéger contre les microbes. Lorsque nous n'allons pas bien, le physiologique aussi suit, il va également moins bien. Donc pour toute personne contaminée ou pas, dès lors qu'on est bien dans sa tête, qu'on ne s'installe pas dans la peur, on est enclin soit à ne pas faire la maladie, soit à en guérir lorsqu'on rentre en contact avec le virus. Ce qui importe donc, c'est la façon dont on fait face à la crise sanitaire. Une pandémie qui se propage de façon vertigineuse et met à l'épreuve l'existence humaine. En cette période, il y aura de la colère chez certains, il y aura de la peur même est une colère, il y aura de la haine vis-à-vis de pourquoi tel se comporte comme ça, pourquoi tel se comporte comme ça. Nous devons être attentifs à nos émotions pour faire en sorte que ces émotions soient les plus positives possibles. Les émotions dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la haine, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la méchanceté, le contentement, se contenter de ce qu'on a maintenant pour survivre et avancer. Voilà les ressources psychologiques qui peuvent nous permettre, ensemble en tant que communauté nationale, à affronter individuellement et collectivement le virus. En sachant que surveiller nos émotions est très important. Il faut qu'on fasse attention à ne partager que des choses utiles. Et que veut dire confinement? Que veut dire isolement? Que veut dire quarantaine? Pourquoi est-ce que les nations demandent cela à leur population? Et si nous aussi, nous devrions respecter des consignes des autorités sanitaires et de riposte dans notre pays, savoir que le respect de ces consignes n'est que pour notre bien. La gestion des émotions, le respect des mesures barrières, des comportements à désormais intégrer dans nos mœurs pour une lutte efficace contre le Covid-19. La lutte contre cette pandémie est une affaire de toutes et de tous. Les autorités et les gouvernants feront leur possible, mais si chaque citoyen comprend sa responsabilité dans la bataille que nous allons mener, nous aurons les comportements adéquats pour venir à bout de ce virus. Et les comportements adéquats, c'est de ne pas céder à la psychose, c'est de surveiller nos émotions, identifier les émotions négatives que sont la tristesse, le regret, la culpabilité, la peur, et de nous enduire des bonnes émotions que sont la compassion, l'amour, le partage. En ces moments où nous avons besoin de nous réinventer psychologiquement, à la fois pour suivre les plus fragiles, ceux chez qui on aura des troubles psychosomatiques avérés, ou même des troubles psychologiques réels que sont la dépression et l'anxiété à prendre en charge, que toute la communauté nationale puisse être à même de donner une réponse adéquate au plan des ressources mentales face à ce virus pour que nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est limiter la propagation du coronavirus et en finir avec le Covid-19. Et le mot d'ordre reste se protéger pour se sauver et sauver la vie de l'autre. Le couvre-feu, l'une des mesures prises par le chef de l'État, s'est étendue à la préfecture de Tchaoudjo depuis le 8 avril dernier. Comment était ce codé la première nuit de couvre-feu? Donc, notre équipe de correspondance a promené sa caméra. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Ce 8 avril 2020. Voici l'image de la ville de Sokodé, rue complètement déserte pour cause de couvre-feu. Seule la présence des éléments du corps mixte anti-pandémie. Mesures d'urgence prises par les plus hautes autorités du pays étendues à la préfecture de Tchaoudjo pour lutter contre le Covid-19, virus extrêmement virulent. Ici, c'est l'axe rond-point central vers Tchawanda, complètement désert. Même reflet sur le tronçon Action sociale barrière. De l'autre côté de la ville, rond-point vers Kolondé en passant par Daouré, complètement vide. Le quartier Koma a même image.
sur la nationale numéro 1 qui traverse la ville du sud vers le nord en passant par le quartier Pangalam. Tout le monde est chez lui. Pas de demi-mesure face au virus extrêmement dangereux. Le combat se mène à tous les niveaux et le couvre-feu, l'autre mesure exceptionnelle pour combattre le virus tueur qui fait des ravages à travers le monde. Outre le couvre-feu, que chacun se plie aux autres mesures et gestes barrières, collectivement ou individuellement, pour ensemble lutter contre l'ennemi commun, Covid-19. Cette série de communiqués de la présidente de l'Assemblée nationale pour poursuivre cette édition. La présidente de l'Assemblée nationale informe donc les honorables députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le demain vendredi 10 avril 2020 à 9h au siège du Parlement. Et dans un autre communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe le public que l'Assemblée nationale procédera à l'élection de son représentant au sein du comité de direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-018 sur les communications électroniques modifiée par la loi numéro 2013-003. Toute personne intéressée par le présent communiqué est priée de déposer son dossier de candidature sous pli fermé avec mention candidature au comité de direction de l'ARCEP au secrétariat particulier de la présidente au siège de l'Assemblée nationale au plus tard le jeudi 23 avril 2020 à 15h30. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. Une demande de candidature adressée à la présidente de l'Assemblée nationale, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, une photocopie de la pièce d'identité du candidat en cours de validité, la carte nationale d'identité, ou le passeport, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un curriculum vitae détaillé et actualisé et une photo d'identité. Et ces communiqués sont donc signés de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan. Pour éviter le Covid-19, le coronavirus, des mesures barrières sont à respecter. Et ce soir, nous vous rappelons 9 gestes qui sauvent avec Esther Laclé. Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements. Boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Et voilà donc les 9 gestes qui sauvent à respecter et à respecter surtout les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.